Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Daline Ba, doctorant en troisième année à l'Université d'Aix-Marseille. Je suis affilié au labo CESTIM. Et cet après-midi, j'ai le privilège de présenter mon travail de thèse qui porte sur l'analyse de la mortalité en excès par cancer. Et aujourd'hui, je vais présenter tout particulièrement un modèle de régression multivarié avec point de rupture du taux de mortalité en excès par cancer qui corrige les tables de mortalité insuffisamment stratifiées. Alors, il faut noter que la suivi nette est la suivi que l'on observerait si la seule cause de décès possible était la pathologie d'intérêt. En cancérologie, par exemple, si on s'intéresse à un cancer particulier, dans un tel contexte, on dira la suivi nette est la suivi que l'on observerait si la seule cause de décès possible était le cancer étudié. Dans les registres de cancer que nous retrouvons à l'échelle nationale ou régionale, les patients sont suivis dans le temps. On a juste l'information sur le décès ou s'il est vivant, c'est-à-dire le statut vital, si le patient est décédé ou s'il est vivant. Par contre, on n'a pas l'information sur la cause des décès. Quand bien même elle est disponible, elle n'est pas fiable. Parce que si on considère un patient, par exemple, qui est âgé de 80 ans et qui est atteint du cancer, il peut décéder effectivement du cancer, il peut faire un AVC, ou alors son décès peut être lié à l'âge, là 80 ans. Parce qu'il faut dire, à toute chose égale par ailleurs, les patients, ceux qui sont plus âgés, ont significativement un risque plus élevé de décéder par rapport aux personnes plus jeunes. Alors du coup, de par tous ces risques compétitifs, la suivi nette permet de s'affranchir des différences de mortalité dues aux autres causes que le cancer, ce qui permet entre autres de faire des comparaisons entre pays et périodes. Que l'on soit dans un cadre paramétrique ou non paramétrique, l'estimation de la suivi nette repose sur l'utilisation des tables de mortalité. Alors, s'agissant de cette table de mortalité, il faut dire que ce sont des statistiques nationales de décès, toutes causes confondues. Elles sont obtenues à partir de certificats de décès et produites par les instituts nationaux. En France, on a l'INSEE, par exemple. Ici, je présente un extrait de la table américaine de 1990. À gauche, j'ai la table des hommes, et à droite, celle des femmes. À la première colonne, nous avons l'âge. Et la seconde, c'est la probabilité de décéder à l'âge X plus 1, sachant qu'on est vivant à l'âge X. Là, en bleu, c'est la probabilité d'un homme qui a 34 ans de décéder avant son 35e anniversaire. Ici, c'est la probabilité de décès d'une femme qui a 89 ans de décéder avant son 90e anniversaire. Alors, il faut noter que ces tables peuvent être stratifiées sur certaines variables. En France, elle est stratifiée sur l'année, le sexe, l'âge, le département. Aux États-Unis, nous avons une variable supplémentaire qui est la race. Et en Angleterre, nous avons une variable supplémentaire, la classe sociale. Alors, dans une démarche explicative, la modélisation permet d'étudier l'effet des covariables sur le risque en excès de mortalité. Alors ici, c'est le modèle additif de mortalité. Nous avons ici, il faut noter que la mortalité observée, que je note lambda O, ici T, c'est le temps écoulé depuis le diagnostic, est la résultante de deux forces de mortalité. Ici, c'est celle attendue qui est due aux autres causes que le cancer. Elle est obtenue à partir des tables de mortalité. Et là, à droite, c'est la mortalité en excès, celle qui est due, celle qui est imputable au cancer. Là, ZI, c'est le vecteur de covariable que nous avons dans les registres de cancer. Et là, ZD, ce sont les covariables démographiques que nous retrouvons dans les tables de mortalité. La question qu'on se pose est de savoir, est-ce que les tables dont nous disposons sont exactes, sont appropriées? Parce que dans les registres de cancer, ici c'est un exemple de registre de cancer, nous avons des informations notamment sur le sexe, l'année, l'âge, le gradient social et d'autres covariables. Par contre, à droite, ici c'est une table de mortalité qui n'est stratifiée que sur le sexe, l'année, l'âge. On ne retrouve pas cette variable démographique qui est le gradient social.
Et il a été montré que ne pas considérer une variable démographique dans la table de mortalité entraîne des biais au niveau de la modélisation. Ici, c'est le modèle classique. Lambda O, comme j'ai dit précédemment, lambda observé, le risque observé, c'est la résultante de deux forces de mortalité. Le risque attendu et le risque en excès. L'équipe a proposé un modèle de régression multivariée qui corrige cette table attendue, cette mortalité attendue, en considérant cette variable supplémentaire. Du coup, nous avons un coefficient alpha j qui corrige cette table-là. Ici, on a autant de alpha que de modalités. Alors, l'une des limites que nous relevons dans ce modèle-là, c'est l'hypothèse de proportionnalité entre les risques instantanés des différents niveaux de la variable supplémentaire. Parce qu'en fait, lorsqu'on regarde cette table américaine, de 1990 toujours, vous êtes d'accord avec moi que cette hypothèse n'est pas vérifiée. On n'a pas cette proportionnalité-là au cours du temps. Alors du coup, pour moi, il est question de proposer un modèle de régression qui est plus ou moins flexible, dont la proportionnalité est fonction de l'âge, tout en introduisant des points de rupture. Ce modèle s'écrit comme suit. Nous avons la partie risque attendu. Là, ici, je considère un point de rupture. Du coup, j'aurai un alpha avant ce point de rupture et un autre alpha après. Et ça, c'est la partie qui nous intéresse, la partie risque en excès, parce qu'il est question d'estimer les effets de la variable h et xi, qui est une variable supplémentaire. Ici, je travaille sur une année et les hommes, puisqu'il faut dire que la table est stratifiée sur l'âge, le sexe, je considère sur les hommes, je travaille sur les hommes, et l'année de 1990. Et ici, j'ai sa forme qui est beaucoup plus généralisée. Si je considère K, point de rupture, j'aurai K plus 1 morceau. Du coup, dans ce modèle, j'ai mes covariables d'intérêt, l'âge et la variable supplémentaire xi, qui n'est pas une variable de stratification de la table de mortalité. Dans ce modèle, nous avons alpha, nous avons j fois k paramètres multiplicatifs qui sont censés corriger le risque attendu de la modalité j et de la classe k. Ce modèle de risque en excès est écrit comme suit. Nous avons ici le risque en excès de base, qui est estimé ici par morceau. Nous avons m morceaux. Moi, particulièrement, j'ai utilisé 6 morceaux. Et les paramètres sont estimés par la méthode du maximum de vraisemblance. Alors, il faut dire que si on a une connaissance a priori, une connaissance épidémiologique a priori, on peut facilement fixer un cut-off, un point de rupture. Par contre, lorsqu'on n'a pas une connaissance a priori, on détermine le point de rupture de manière heuristique. D'après la littérature, c'est-à-dire on considère les déciles, et à chaque décile, on estime le modèle, et on va considérer la valeur pour laquelle le BIC, qui est un critère d'information, est minimal. Alors, pour évaluer notre modèle que nous proposons, nous avons simulé plusieurs scénarios. Nous avons le scénario A, où on considère une table qui n'est pas stratifiée sur une variable supplémentaire. Nous avons également le scénario B, où on a un effet proportionnel au cours du temps. Dans le scénario C, nous avons un effet qui n'est pas proportionnel, et nous avons un croisement au cours du temps entre les deux modalités de la variable supplémentaire. Dans le scénario D, nous avons toujours un effet non proportionnel, mais par contre, nous avons une convergence au cours du temps. Dans le scénario E, nous avons une divergence au cours du temps, et nous ne sommes pas arrêtés à considérer une variable à 2 niveaux. On a également essayé avec une variable à 3 niveaux. Bon, déjà ici, on n'a pas une très grande information chez les moins âgés, de 30 à 60 ans. Et du coup, j'ai essayé de zoomer sur les moins âgés pour avoir plus d'informations. Alors, pour évaluer les différents modèles, comme critère de performance, nous avons retenu le biais, qui est la différence entre la moyenne des estimations et la valeur théorique du paramètre. Nous avons également retenu l'écart quadratique moyenne, qui est une précision de l'estimateur, le taux de recouvrement empirique, qui est la proportion de fois où l'intervalle de confiance comprend la valeur théorique du paramètre. Également le pourcentage d'AIC, qui est la proportion de fois où chacun des modèles a été sélectionné au cours des simulations. Alors les résultats sont les suivants.
quand on considère une table non stratifiée, notre modèle, le modèle que nous proposons, fait aussi bien que les deux modèles précédents. C'est-à-dire celui-ci où on ne corrige pas la table et celui-ci où on ne considère pas de point de rupture. Alors, il faut dire que tous les trois modèles sont sans biais. On a des taux de recouvrement qui sont supérieurs à 90%. Par contre, lors des simulations, le modèle classique a été retenu un peu plus de 6 fois sur 10. Donc, on peut conclure que si nous n'avons pas de variable supplémentaire de stratification, on reste au statu quo. On considère la table, le modèle où la table n'est pas stratifiée. Mais par contre, lorsqu'on a une variable supplémentaire, on a un effet proportionnel au cours du temps, notre modèle fait aussi bien que celui où on n'intègre pas de point de rupture. On n'a pas de biais et les taux de recouvrement sont supérieurs à 90%. Quand on considère maintenant le scénario où on a un croisement au cours du temps, notre modèle il est meilleur par rapport au modèle précédent, au deuxième modèle où on n'intègre pas de point de rupture. Ce modèle-ci, il a un effet biaisé. Notre modèle est sans biais. Nous avons des taux de recouvrement supérieurs à 90%. Et lorsqu'on considère l'AIC, notre modèle est retenu plus de 7 fois sur 10. Donc, notre modèle est meilleur comparativement à un modèle où on n'intègre pas de point de rupture. Quand on considère le cas où nous avons convergence au cours du temps, nous avons des biais au niveau de la variable additionnelle, que ce soit avec notre modèle que nous proposons ou alors avec le modèle précédent. En termes d'AIC, notre modèle est retenu plus de 6 fois sur 10 dans ce cas de figure. Dans la situation où on a une divergence au cours du temps, les deux modèles font tout aussi bien. Et quand on considère le scénario avec trois modalités pour la variable supplémentaire, notre modèle il est moins biaisé que le modèle où on n'intègre pas les points de rupture. Alors, en guise de conclusion, nous pouvons dire que notre modèle a de meilleures performances lorsqu'on a mené des études de simulation, comparativement à un modèle sans point de rupture. Alors, je ne peux pas terminer sans relever le fait que c'est un modèle proportionnel par morceau, c'est une limite qui demeure. Et du coup, pour pallier cela, on peut implémenter des fonctions beaucoup plus souples que proportionnelles par morceau. Je présente ici quelques références qui ont permis d'effectuer ce travail. Et cette thèse est financée par la Fondation Amidex. Je vous remercie pour votre attention. Merci.